Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce live récap NAB 2025. Je suis ici avec Emmanuel Soulier et Lionel Gattegno. Je m'appelle Roland Duboué, on est Solution Architect spécialisé médias. Et on a eu la chance de participer activement aux démos pour ce NAB 2025 et on vous en ramène un petit échantillon. La grande différence de ce NAB par rapport aux précédentes éditions, c'est que dès le hall d'accueil, on avait une activation avec des courses de Formule 1, des simulateurs qui étaient à la disposition du public et chacun pouvait venir faire une course et les vidéos de ce simulateur étaient envoyées et streamées vers le booth média. Toutes ces vidéos étaient exploitées pour nos démos et ça a rendu les choses vraiment captivantes. Donc ici, vous pouvez voir une petite vidéo du booth pour vous montrer l'ambiance. Il y avait beaucoup de monde. Et on voit que et ici, vous pouvez voir une vidéo du booth. Il y avait beaucoup de monde. Et la différence par rapport aux précédentes années, c'est qu'on était focalisé sur des stories, différentes stories vraiment focalisées métier. Ici, vous pouvez voir la Live Cloud Production. Et aussi, ici, la monétisation, il y avait la radio, il y avait la content production, la Generative AI, bien sûr. Et ici, par exemple, la Control Room. Absolument. L'idée, c'était vraiment de montrer une production de bout en bout, en partant de la caméra, donc comme vous avez pu voir sur la partie activation, jusqu'au streaming, et à la monétisation, en passant bien sûr par la production du contenu, l'augmentation du contenu et un certain nombre d'autres éléments qui vont nous permettre de, métier par métier, de proposer des solutions et de montrer comment est-ce que la AWS peut aider les entreprises dans les médias à transformer leur métier et à simplifier leurs opérations. Et donc cette année, on était vraiment focalisé sur la convergence, à la fois médias, game et sport. Et donc là, le NAB était vraiment l'illustration de cette convergence. Donc pour commencer, on va parler de la partie Live Cloud Production. Donc si on repart de notre départ, on a nos simulateurs sur lesquels sur chaque simulateur, on avait une caméra. Et chaque flux de caméra, était récupéré dans le cloud, streamé directement dans le cloud. Et comme vous voyez ici sur cette vidéo, on avait donc cette control room, ce studio qui nous permettait d'être très très proche en termes de setup de ce qu'on peut trouver dans un studio traditionnel. Et on pouvait justement prouver, en utilisant les outils que nos clients médias ont l'habitude d'utiliser, de reproduire exactement les mêmes types d'environnements. Donc là, dans le contexte, ce qu'on a pu faire, donc, comme on l'a dit, hein, c'était vraiment axé sur la convergence média, sport et game. Donc là, évidemment, on fait un petit focus sur le sport, même si on a une dimension game, parce qu'évidemment, ce sont des simulateurs, donc on jouait sur un jeu vidéo. L'idée, c'était aussi de se reposer sur de nouvelles fonctionnalités. En l'occurrence, une des fonctionnalités qui a été annoncée au NAB cette année, c'est le support de NDI dans Media Connect. Qu'est-ce que ça va apporter à nos clients? Ça va apporter le fait qu'aujourd'hui, faire de la contribution dans le cloud, on le fait déjà depuis très longtemps via Media Connect, mais on avait des difficultés, ou en tout cas, on était moins bien intégré avec les outils du marché pour mettre à disposition ces flux aux différents outils de production live. Et aujourd'hui, avec le NDI, qui est très largement supporté par nos partenaires, on va passer à une étape supérieure où on va faciliter l'accès des flux live à nos systèmes de production. Et je crois aussi qu'il y avait non seulement la partie NDI, mais l'audio était géré indépendamment en Dante. Absolument. Et c'était quand même quelque chose de notable lors de ce NAB. Il y avait à la fois la vidéo, comme d'habitude, mais aussi l'audio était géré dans le cloud. Absolument, et y compris les communications qu'on peut avoir entre un directeur de prod, un présentateur, un commentateur. On a aussi toute cette partie intercom qui a été entièrement intégrée dans la partie cloud.
Donc là, juste pour vous donner une petite idée de comment est-ce qu'on avait monté la solution, on avait donc évidemment des caméras qui étaient des caméras PTZ, comme je disais sur les simulateurs. La partie Light qui était également gérée via le studio. Et tout intégré, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on avait des solutions qui étaient aujourd'hui partenaires fournis par Ross sur la partie switching. On avait, comme je le disais, tous les flux qui arrivaient et qui étaient gérés en NDI cette fois-ci. On avait également des solutions type Evert et Evercast. Bon, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. Comme vous avez vu, il y a un QR code juste avant. Vous avez la possibilité d'aller vraiment dans le détail et d'avoir toutes les informations. Si on passe maintenant sur la partie Channel Origination, Master Control Room et distribution. Donc là, l'idée, c'était aussi de montrer comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser des solutions qui vont tourner dans le cloud pour distribuer notre contenu, faire en sorte qu'on puisse garder le contrôle sur qu'est-ce qu'on diffuse, avoir un contrôle qualité sur ces différents flux. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir se baser sur l'infrastructure AWS qui, dans un contexte, on va dire, multi-région, va nous aider à apporter de la redondance, de la disponibilité sur nos flux. On va avoir des supports de différents protocoles également qui vont nous permettre d'avoir, encore une fois, un meilleur contrôle sur la qualité des flux, d'avoir un certain nombre de checks aussi bien sur la partie vidéo que sur la partie audio. Ici, on montre une intégration avec Tag, par exemple, et des dashboards Grafana qui vont s'intégrer via des API et qui vont nous permettre d'avoir une vue vraiment très simplifiée pour nos opérateurs pour garder, encore une fois, un contrôle sur ce qu'on diffuse. On a aussi profité de ce NAB pour présenter quelque chose qu'on avait déjà présenté à l'IBC, c'est l'intégration du TAMS, qui est une librairie de la BBC, pour pouvoir faire de l'édition pendant l'enregistrement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ouvre énormément de possibilités. Donc maintenant, imaginez un flux qui est envoyé sur AWS, il est enregistré sur S3, segmenté. Et ce que propose le CNAP, par le biais de la librairie TAMS, c'est le fait de fournir une API qui permet de demander des extraits, de demander d'accéder à ce flux et de l'éditer. Et là, ce que vous pouvez voir sur le schéma d'architecture, c'est que de plus en plus de partenaires utilisent ce protocole et c'est vrai que c'est très prometteur puisque ça permet vraiment de faire de l'édition pendant l'enregistrement tout en ayant des coûts assez faibles en utilisant S3. Parfait, merci Roland. Et donc du coup, on va passer sur la partie Fan Engagement avec Emmanuel. Oui, la partie Fan Engagement. Cette année pour le NAB, on est parti d'un constat qui est que produire un événement sportif en direct, ça représente un investissement très important en termes à la fois de temps, mais aussi de ressources financières pour nos clients. Et aujourd'hui, c'est encore la diffusion traditionnelle finalement de ces événements qui permet de les rentabiliser. Ce qu'on a exploré au NAB, c'est vraiment des approches innovantes pour atteindre de nouveaux publics. L'idée étant de renforcer l'engagement des fans et de tenter de les fidéliser sur le long terme. La première approche qu'on a explorée, c'est ce qu'on appelle les diffusions alternatives. Alors qu'est-ce que c'est ? On est parti d'une observation qui est que lors d'événements sportifs, on collecte une quantité phénoménale de données. Elle est produite et collectée en provenance de différents dispositifs, la télémétrie des voitures par exemple, différents capteurs qui sont installés sur les joueurs. On peut avoir aussi des radars qui sont disposés en fait sur les événements sportifs comme les parcours de golf, etc. Et l'idée des diffusions alternatives, c'est d'utiliser ces données pour recréer une version virtuelle de ces événements. Donc on en voit un exemple ici. On avait mis en œuvre en utilisant les technologies de deux de nos clients, qui sont Beyond Sport et Hawkeye, en utilisant les données de la Ligue nationale de hockey. Donc ce qui se passe ici, on en voit un exemple. On a sur la partie gauche un match original et sur la partie droite le même match dans sa version virtuelle. Ça permet de proposer des vues à la première personne, des angles de caméra qu'on ne pourrait pas avoir finalement dans une diffusion classique. Et c'est un format qui permet aussi de simplifier certains aspects liés aux droits de diffusion. Puisque comme on n'utilise pas les images originales du match,
ça réduit les contraintes juridiques pour diffuser ce type de broadcast. Et en parlant de droit, c'est intéressant, on a des clients aussi qui ont un peu sauté sur cette occasion pour justement utiliser leur propre propriété intellectuelle avec leur propre caractère, leur propre personnage, qui vont pouvoir justement, pas monétiser, mais disons en tout cas intégrer et exploiter dans ce genre de production alternative. Et est-ce que ce genre de technologie permet justement est-ce que ce genre de technologie permet aussi le pari sportif sur des matchs On pourrait l'imaginer, mais là, l'idée, c'est vraiment d'exploiter toutes ces données qui sont collectées. On va typiquement, et on va le voir dans le slide d'après, utiliser la vision assistée par ordinateur pour analyser les flux vidéo en direct. On va collecter les données des capteurs pour obtenir la position en 3 dimensions du suivi des joueurs et du palais, ici pour cet événement-là. Les données sont ensuite transmises aux technologies de nos partenaires et on recrée finalement cet environnement virtuel dans Unity, qui pour ceux qui sont des grands fans de jeux vidéo connaissent ce moteur de jeu très répandu. Et enfin, la diffusion est assurée par les services Elemental d'AWS. On peut aller encore plus loin, finalement, en donnant la possibilité aux fans également de les placer au cœur de l'action en leur proposant aussi un visionnage immersif. Et c'est notamment ce qu'on a proposé, ce que propose aujourd'hui l'application Tourcast du PGA Tour, qui était en démonstration sur le stand de Fan Engagement. Elle permet aux fans de suivre virtuellement les joueurs sur le parcours de golf. Chaque coup peut être visualisé. On peut visualiser, comme vous le voyez sur l'écran, les trajectoires animées et on enrichit avec des données comme la vitesse de la balle, la vitesse du vent, le taux de rotation, etc. Et on a aussi, grâce à l'intelligence artificielle générative, un commentaire automatique et personnalisé qui est généré pour chaque coup. Pour générer ce commentaire, on va intégrer des statistiques finalement en temps réel et aussi des données historiques de ce qui s'est produit par le passé et ça permet de mieux comprendre le jeu et d'offrir vraiment une expérience qui est immersive et interactive. Sans trop rentrer dans le détail, le système combine donc des flux vidéo, des radars et du GPS pour la production de ces données. Elles sont ensuite traitées dans AWS pour générer les trajectoires dans l'application Tourcast du PGA Tour. Et ces données sont également utilisées pour créer les commentaires automatisés grâce à Amazon Bedrock. Toute l'orchestration repose sur une architecture qui est entièrement serverless avec des services managés comme ECS. Et donc, une remarque qu'on peut se faire ici, c'est que ces expériences de visionnage immersive, elles nécessitent la création d'assets 3D finalement. Et c'est un processus qui est relativement long et très manuel. Donc, pour aider nos clients sur cet aspect, ce qu'on montrait finalement sur le booth, c'est comment l'IA générative peut accélérer considérablement cette étape. Donc, l'objectif, c'est vraiment de fournir aux artistes, aux créatifs, des outils pour aller plus vite, avec très concrètement ici un artiste qui part d'un croquis réalisé à la main sur une tablette. Le croquis est ensuite transformé en image grâce à Amazon Nova Canvas, nos nouveaux modèles. Et une fois que l'image est validée, elle est envoyée dans un modèle open source de génération 3D qui la convertit en asset 3D en une trentaine de secondes. Et ensuite, on peut tout de suite exploiter finalement cet asset en 3D directement dans la suite. Ce qui est intéressant aussi dans cette partie de génération d'images à partir du croquis, c'est que c'est un processus itératif. Ça veut dire que l'artiste va pouvoir dialoguer avec le modèle, avec l'intelligence artificielle, pour ajuster le contenu. Donc on va avoir un premier jet, et dans le flow de la conversation, l'artiste va pouvoir dire « je préfère plus de couleurs » ou une autre couleur. On va pouvoir vraiment ajuster le contenu jusqu'à ce qu'on en soit satisfait. Et le fait que le modèle d'intelligence artificielle soit capable de comprendre et de persister, si vous voulez, les informations de la conversation, on va pouvoir affiner et ajuster et pas repartir de zéro à chaque fois qu'on demande de la génération d'une image. C'est cet aspect itératif qui est vraiment intéressant pour les artistes. Oui, ça permet vraiment de gagner du temps finalement sur tout le processus de création.
Une autre façon pour engager les fans qui est disponible aujourd'hui, c'est de proposer ce qu'on appelle des expériences immersives, en proposant notamment des fonctionnalités avancées comme des flux multicaméra, l'accès à un mode expert qui permet d'accéder à des données de télémétrie et également de combiner ça avec des interactions sociales comme des quiz en direct. Et donc, comme l'expliquait Roland tout à l'heure, on avait ces 4 simulateurs à l'entrée qui étaient connectés pour les courses de Formule 1. Et on collectait en direct non seulement les vues des différentes caméras, mais aussi les données de télémétrie finalement du jeu vidéo, c'est-à-dire par exemple le début de la course, les dépassements, les accidents, les vitesses, etc. Et on peut le voir ici. Donc on affichait ensuite toutes ces informations dans une application avec une timeline d'événements, un mode expert avec du multicaméra, des dashboards de télémétrie, et on utilisait à nouveau les modèles d'intelligence artificielle générative pour générer automatiquement des résumés automatiques de la course. Sur le slide d'après, ce qu'on peut voir, c'est qu'on proposait à peu près la même expérience, mais cette fois-ci sur un match de hockey de la NHL, à nouveau, avec les données des joueurs fournies en temps réel par la NHL qui étaient exploitées, l'affichage des différentes caméras au sein d'une application développée par un de nos partenaires cette fois-ci, Deltatray, et enfin l'accès au replay des temps forts du match. Donc ça, c'était vraiment pour la partie engagement et expérience immersive. Et on ne peut pas parler finalement d'expérience immersive sans parler de réalité virtuelle, bien entendu. Et donc on avait une expérience de réalité virtuelle disponible au sein des casques Meta, Apple Vision Pro. Et nouveauté cette année, on avait inclus, et c'est un peu à la mode en ce moment, des nouvelles lunettes connectées qui nous étaient fournies par Xreel et dans laquelle on pouvait accéder à un match de foot de la Bundesliga en direct, accéder aux statistiques des joueurs, visualiser différentes cartographies, les positions des joueurs, les passes, etc. Et c'était une exclusivité pour le NAB, converser par la parole avec notre nouveau modèle d'intelligence artificielle générative, piloté par la voix, Novasonic. Donc on pouvait poser des questions sur le match, comme par exemple, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, quel joueur a ouvert le score, etc. Donc ce modèle était alimenté par les données du match, qui étaient fournies par notre partenaire StatPerform, qui est spécialisé sur cette partie-là. Et ce type d'expérience permet vraiment d'ouvrir des nouvelles sources de revenus grâce à des options de visionnage qui sont finalement assez premium, de la publicité ciblée et la monétisation des données sportives. Ce qui nous amène au thème d'après qui était présent sur notre booth, axé sur la monétisation. Mais on en parlera peut-être un petit peu plus loin. Juste pour terminer sur la partie engagement des fans, on présentait une plateforme de création automatisée des temps forts avec génération de commentaires en plusieurs langues. Et pour ce faire, on a combiné finalement des modèles d'intelligence artificielle générative d'Amazon, qui sont les modèles Nova, avec des technologies de nos partenaires, 4 de nos partenaires pour être précis. Donc on avait un dispositif où un premier partenaire, 12 Labs, était utilisé pour détecter automatiquement les moments clés, les temps forts finalement de la vidéo. On utilisait un deuxième partenaire qui s'appelle Cloudinary pour générer un montage, une vidéo constituée de ces temps forts. On utilisait un troisième partenaire, DeepDub, pour faire le doublage audio. Et enfin, on utilisait à nouveau l'intelligence artificielle de Prime Focus pour faire ce qu'on appelle le reframing pour les réseaux sociaux. Donc un passage de 16:9 en 9:16. Chaque clip était référencé dans le Media Lake, mais Lionel va approfondir le sujet un peu plus tard sur le Media Lake. Donc grâce à l'engagement des fans, on crée aussi donc, des nouvelles opportunités de monétisation. On a des audiences qui sont plus engagées, ce qui ouvre la voie à des formats publicitaires qui sont innovants, qui sont personnalisés et qui sont plus efficaces sur l'ensemble des canaux de diffusion. Donc sur le stand monétisation, cette année, il y avait 5 thèmes principaux qui étaient mis en avant. La vision client à 360 degrés, avec une très belle démonstration sur le profil unique, disponible au travers de différentes plateformes. Un outil d'intelligence artificielle
capable de générer des plans médias optimisés selon des critères spécifiques comme le public ciblé, les impressions souhaitées et le budget. On avait ensuite une démonstration sur la génération de création publicitaire par l'intelligence artificielle générative, donc des vidéos générées directement à partir de prompts, et ça c'est une sacrée innovation. Les placements produits, avec des placements produits virtuels en temps réel, une démonstration qui était faite sur des placements produits dans la course de Formule 1. Et pour finir, la détection automatique des opportunités publicitaires dans les flux en direct, avec l'utilisation de formats non intrusifs. Donc, l'intelligence artificielle était utilisée pour analyser ce qui se passait pendant la course et on vérifiait que le moment était opportun pour insérer une publicité. On ne voudrait pas insérer une publicité au moment où il y a un dépassement ou au moment où il y a un accrochage entre deux voitures, par exemple. Et ensuite, on met un format publicitaire non intrusif de type L-shape pour permettre quand même aux utilisateurs de continuer de suivre la course. Là, on intégrait des placements publicitaires sur le volant carrément. Directement sur le volant, sur les côtés. Et il y avait des emplacements aussi quand la voiture passait sous des ponts, par exemple, avec des bandeaux qui pouvaient être affichés. Ouais, cette démo était particulièrement impressionnante. Hein. On avait vraiment, ça se fait, alors pas en live, mais en near live, disons. On avait vraiment la possibilité de switcher d'un annonceur à un autre. Alors, on avait un coup un logo d'AWS et puis un logo d'un de nos partenaires qui venait se remplacer sur la même image en live. Et c'est vrai que c'était vraiment impressionnant et on voit que ça ouvre quand même de nouvelles possibilités pour la partie monétisation où on va pouvoir justement exploiter des espaces, de nouveaux espaces pour créer de nouvelles campagnes et voilà, donner plus de visibilité aux annonceurs. Tout à fait. Et donc là, du coup, on va passer maintenant sur la partie radio et podcast avec Roland. Exactement, parce que comme je le disais tout à l'heure, cette année, on a donné la part belle à l'audio. Donc on a installé un studio radio à l'intérieur du booth. Donc vous voyez, c'est un studio radio professionnel. Et tout au long de l'événement, il y avait des interviews, des spécialistes, des partenaires qui venaient, qui étaient interviewés dans ce studio. Et le son de ce studio était enregistré dans le cloud directement. En utilisant des partenaires comme Artisto ou comme Onertz ou Siena, puisque c'était de la radio filmée. Et là, vous pouvez voir sur ce graphique, on récupérait tous les flux et on exploitait ces flux ensuite dans Radio.Cloud, qui est un partenaire pour faire du play-out radio. Alors, chose très intéressante avec ce partenaire, c'est qu'au sein, à l'intérieur de la playlist de diffusion, on pouvait générer des petits intermèdes vocaux. Par exemple, on dit à cet endroit, on demande à l'IA de générer un texte qui va parler du temps des 3 prochains titres. Et il y avait une voix synthétique, réelle, qui donnait ces informations. Et ensuite, toutes ces données étaient envoyées dans Riverside pour faire des podcasts. Donc ça, Riverside, c'est une solution de podcast où on peut créer des podcasts entre plusieurs personnes à différents points de la planète. Il y a énormément de fonctionnalités IA pour améliorer le son, pour faire de la diarisation, pour faire de la collaboration, pour faire de la gestion des caméras. Et puis ensuite, les données audio, mais aussi les données vidéo et tout ce qui était capté était envoyé dans le Media Lake dont Lionel va vous parler. Donc effectivement, on a aussi annoncé le lancement d'une nouvelle solution qui s'appelle Media Lake, donc qui va être une solution donc open source, gratuite, que vous pourrez déployer dans vos propres environnements AWS. L'idée du Media Lake, c'est quoi? C'est de dire, j'ai un certain nombre de contenus, j'ai beaucoup de contenus, et c'est souvent complexe de retrouver ces contenus, d'arriver à les identifier et de pouvoir les rechercher. Donc l'idée du Media Lake, c'est de dire, je vais pouvoir construire mon propre workflow à partir du moment où je réceptionne mon fichier pour traiter ce contenu, que ce soit encore une fois de la vidéo ou de l'audio. On va pouvoir faire de la transcription, de la traduction, ce genre de choses. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on va pouvoir s'intégrer
avec un certain nombre de nos partenaires. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est les 3 premières intégrations, on va dire natives, dans le Media Lake, qui sont 12 Labs, DeepDub et AudioCheck. 12 Labs, par exemple, va nous fournir des capacités de compréhension de nos contenus. On va pouvoir, derrière, faire de la recherche sémantique. Donc concrètement, ce que ça fait, ça va générer ce qu'on appelle des vecteurs ou des embeddings, aussi bien en audio et en vidéo, qui vont être stockés dans une base de données spécialisée. Et donc, via l'interface graphique, on va pouvoir requêter cette base de données et faire des recherches sémantiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à présent, si je recherche une voiture, ben, je vais taper voiture dans mon moteur de recherche. Ce qui va être nécessaire pour que j'obtienne des résultats, c'est que le mot-clé voiture soit présent quelque part. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit présent dans les métadonnées, peut-être dans le nom du fichier. Il y a un certain nombre d'éléments, on va dire, qui vont nous permettre de retrouver ce mot-clé voiture. En revanche, si je n'ai pas cette information-là dans mes métadonnées, ben, ça devient beaucoup plus compliqué pour le retrouver. L'avantage avec 12 Labs, c'est que vu qu'on va faire on va comprendre ce qui se passe aussi bien dans l'image que dans ce qui se dit dans la voix, on va pouvoir faire exactement le processus interne au moment de la recherche. Où on va pouvoir dire, OK, est-ce qu'une voiture, c'est pas similaire à une course, par exemple, ou ce genre de choses? Et en fait, l'idée, c'est que quand on va faire une recherche sur le mot-clé voiture, eh ben, on va voir nos résultats qui sont en rapport avec notre voiture, donc une course, par exemple, un parking, peu importe. Et ça donne vraiment de nouvelles possibilités dans la recherche. Déjà, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de faire de la recherche avancée et surtout de la recherche de similarité. J'ai identifié un contenu dans ma librairie, je veux pouvoir l'exploiter avec un certain nombre d'autres contenus. Ben, ça va m'ouvrir des possibilités parce que le système va me mettre en relation un contenu en particulier avec tout un ensemble de contenus qui sont similaires sémantiquement. Donc ça va pas être, si je fais une recherche sur un safari, bah, je vais peut-être avoir des photos d'éléphants et de girafes, alors que voilà, je pars d'une image d'éléphant. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre encore une fois ce qu'on a à l'image ou en audio pour en chercher de la similarité. Et quand on va à l'extrême de la similarité, ça permet également de rechercher vraiment des doublons. Donc on va pouvoir cleaner notre dataset, notre média, librairie, en éliminant les contenus qui sont complètement similaires. Et ça va très très loin parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des contenus qui sont similaires d'un point de vue fichier. On cherche dans le contenu, donc ça peut être des encodages, des formats de vidéos différents. Des langues différentes. Des langues différentes, exactement. On a aussi la possibilité de faire des recherches qui sont très complexes. Par exemple, on peut faire un couple devant la tour Eiffel. Ce type de recherche devient tout à fait possible alors qu'il aurait été difficile à réaliser dans le cadre d'une recherche. Il aurait fallu, ça nécessite un travail très avancé pour des opérateurs, pour taguer correctement les contenus. On aurait eu besoin de taguer la tour Eiffel, couple, café, et ça devient un travail extrêmement complexe. Là, aujourd'hui, tout ça est totalement automatisé. Donc là, comme vous voyez, on a déjà un certain nombre d'intégrations qui font partie du Media Lake, donc on peut déjà travailler avec ces solutions. Ce qui est bien avec le Media Lake, c'est que c'est une solution open source, avec un framework qui va vous permettre de créer vos propres intégrations, avec vos outils internes, avec les partenaires avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Et voilà, vous allez pouvoir justement continuer à utiliser la solution intégrée complètement dans vos environnements. Donc ça veut dire que bientôt, cette solution, il suffira de déployer le JSON sur son compte AWS. Absolument. Pour pouvoir avoir toutes ces intégrations déjà disponibles. Exactement, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Il y aura une communication là-dessus, mais effectivement, ça va arriver vraiment très vite. Super. Alors, c'est vrai qu'on était beaucoup dans la data, mais il ne faut pas oublier les métiers un peu plus traditionnels. Et là, c'est une annonce importante qui a eu lieu pendant le NAB, c'est le fait que maintenant, on peut utiliser et faire tourner Avid sur AWS, donc Avid Nexis, Avid Media Composer. Ça permet énormément de possibilités. On a aussi annoncé que Adobe était pris en charge par Deadline Cloud, qui est un orchestrateur de rendu 3D. Donc ça, c'est des vraies annonces et ça vaut le coup d'aller plus en profondeur dans ces différentes... Oui, ça va aussi simplifier la media supply chain dans son ensemble, parce qu'aujourd'hui, l'intégration avec des solutions type Adobe, elle peut être complexe.
la gestion de la licence est aussi un vrai problème pour nos clients. Le fait aujourd'hui que Adobe soit intégré, que la licence soit intégrée, ça permet également de simplifier l'accès aux outils et de créer des workflows complètement automatisés sans forcément avoir à provisionner ou à investir dans de très grosses licences Adobe et coûteuses. Donc voilà, donc on vient de le couvrir. Ici, on a un petit peu plus de détails sur les fonctionnalités qui sont offertes par l'intégration avec Adobe dans Deadline Cloud. Et voilà, encore une fois, hein, c'est vraiment encore une fois l'idée de simplifier, d'accélérer la production dans le cloud via la disponibilité de la suite Adobe. Voilà, maintenant on va basculer un peu sur l'aspect AI, Generative AI. Et là, on a forcément tous entendu parler des agents et des orchestrations d'agents. On avait une démo assez intéressante puisque on proposait plusieurs agents et on orchestrait ces agents. Donc il y avait dans le but de faire de la media supply chain avec des agents autonomes. Donc l'idée c'était de pouvoir analyser un contenu vidéo et d'analyser ses métadonnées, sa qualité. Et il y avait plusieurs agents spécialisés, un agent qui était plutôt spécialisé sur le synopsis, un agent sur la QC, et au-dessus de ça, il y avait un superviseur. Donc par exemple, les agents font leur travail, les agents reportent au superviseur les anomalies, et le superviseur peut demander à un agent de travailler un peu plus sur une tâche pour avoir un meilleur rendu. Donc ça ouvre vraiment beaucoup d'opportunités sur la media supply chain et sur beaucoup de champs pour l'autonomie des agents et de l'IA avec une notion de contexte, avec une notion de tâche, avec une notion d'action pour ces différents axes. Et de spécialisation aussi, parce que comme on le voit là dans ce diagramme, on a vraiment des agents qui vont être spécialisés par domaine de compétences. Et plutôt que d'avoir un agent qui est extrêmement compétent, mais peut-être avec un niveau de qualité qui est réduit, on va pouvoir vraiment pousser le niveau de qualité de chacun des agents dans leurs compétences. Et grâce au superviseur, de pouvoir finalement affiner. Encore une fois, on en revient un petit peu à ce qu'on disait précédemment. On va pouvoir affiner les résultats, les améliorer au fur et à mesure pour atteindre vraiment le niveau de qualité attendu. Un petit passage sur Media to Cloud, parce que, alors, même si il est devenu célèbre avec le temps, le Media to Cloud est vraiment une solution qui nous permet d'avoir une très bonne compréhension de nos assets grâce à l'intelligence artificielle. On a annoncé une version 5 de Media to Cloud au NAB avec un focus sur les coûts d'opération. On va réduire drastiquement les coûts d'utilisation de Media to Cloud en déployant de nouveaux modèles et en mettant à disposition des modèles open source pour faire de la reconnaissance, de la diarisation, de la reconnaissance de scènes, ce genre de choses. Voilà, toutes les fonctionnalités que vous avez l'habitude de connaître et d'utiliser dans Media to Cloud sont toujours disponibles. En revanche, la façon dont on va aller détecter, reconnaître les différents éléments, traduire, transcrire, on a vraiment déporté ces différentes tâches à des modèles qui sont beaucoup moins coûteux à l'usage, ce qui permet de vraiment réduire le coût. La solution reste complètement serverless, donc qui est vraiment très facile. Il y a un changement de concept aussi, je crois, Lionel, c'est sur le fait que l'idée de cette version, c'est aussi d'analyser le contenu une seule fois. Et ensuite, quels que soient les traitements ou les nouvelles fonctionnalités qui seront développées dans le futur, il n'y aura pas besoin de relancer l'analyse sur les précédentes vidéos. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, tout à fait. Surtout pour les montées de version. Merci Emmanuel pour le commentaire et merci à tous. On a terminé aujourd'hui, donc un petit rappel sur la partie contenu. Tous les contenus qu'on vous a présentés sont disponibles grâce au QR code que vous voyez. Et vous aurez accès donc, à l'intégralité des démos. Aujourd'hui, on a dû faire une sélection des choses qui nous tenaient à cœur et qui étaient vraiment les plus impactantes. Mais vous avez évidemment à disposition en ligne tous les contenus. Merci Roland, merci Emmanuel. Merci à vous. Merci à vous.